Alors imaginez, vous êtes à la tête d'une grande entreprise de luxe. Et là, une guerre explose, une guerre énorme. Et puis votre pays est envahi, votre capitale est occupée. Et il y a des lois franchement racistes qui sont mises en place. Or, une grande partie de vos employés sont visés par ces lois. Et vos associés aussi. Que feriez-vous ? Protégeriez-vous vos employés et vos associés afin qu'ils ne soient pas exterminés ou incarcérés? Ou au contraire, est-ce que vous profiteriez de la situation pour vous venger de vos employés et pour voler les parts de vos associés? Eh bien, Coco Chanel, elle, a choisi la deuxième solution. Et ce n'était pas forcément par idéologie. Mais si ce n'était pas pour aider la cause, alors pourquoi? Bonjour, je suis François Xavier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Coco Chanel et de ses liens avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Coco Chanel est une femme mystifiée, ayant bâti une entreprise de luxe connue de toutes les femmes et par extension de tous les hommes. Pour bâtir un empire, Coco Chanel était d'avis que la morale et le business ne se mélangeaient pas. Elle ferait tout pour préserver ce qu'elle a bâti et le rendre prospère. Même si cela voulait dire verser le sang de tous ceux qui la gênaient, de près ou de loin. Alors, qui était Coco Chanel avant le nazisme? Gabrielle Bonheur Chanel, née en 1883, a une enfance compliquée. Elle est orpheline à 12 ans et elle grandit avec des sœurs dans un orphelinat. En 1903, à 18 ans, Gabrielle Chanel commence sa carrière de couturière dans un atelier de fabrication de trousseaux et de layettes. Prenant le nom de Coco en 1907, elle change de carrière afin de devenir chanteuse dans les cafés à Vichy. C'est là qu'elle rencontrera son futur protecteur et amant, Étienne Balzan. Ce dernier lui fait rencontrer Arthur Boy Capel qui, en 1910, lui prête de quoi ouvrir son salon de modiste. Situé 31 rue Cambon, Chanel Mode fait principalement des chapeaux. Simples et sophistiqués, ceux-ci sont très appréciés. Entre 1913 et 1915, elle ouvre des boutiques à Deauville et Biarritz. La boutique de Biarritz deviendra la première véritable maison de couture où seront dessinés les premiers modèles de Chanel. Lors de la Première Guerre mondiale, Chanel se fait un nom en libérant le corps des femmes. Ses dessins donnent un aspect très androgyne aux femmes pour l'époque. Elle popularise également le port du pantalon, jusqu'alors considéré comme étant un vêtement d'homme. En 1918, à la fin de la Grande Guerre, Chanel emploie 300 employés. Boy Capel, qui entre-temps est devenu l'amant de Coco, meurt l'an d'après. Mais cela n'arrête pas Chanel, qui est avide de réussite. En 1921, elle acquiert 2 immeubles rue Cambon, juste à côté de son siège. La même année, elle crée et lance son célèbre parfum, le numéro 5 de Chanel. Parfum notamment porté et adoré par Marilyn Monroe quelques décennies plus tard. En 1926, Coco réinvente la petite robe noire que vous connaissez tous, une couleur qui était jusqu'alors réservée au deuil. Durant l'entre-deux-guerres, Chanel crée les costumes pour certains de ses amis artistes, tels que Cocteau ou encore Marcel Proust. En 1932, Chanel devient la première créatrice de haute joaillerie. Bref, cette femme révolutionne l'industrie de la mode, du parfum, de la chapellerie, de la maroquinerie et de la joaillerie, à elle toute seule. Cependant, ce n'est pas peu dire que Coco Chanel est avide de pouvoir et s'assure, avant et contre tout, de sa propre réussite, quitte à piétiner les autres. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Coco ne s'y intéresse pas. Pour elle, la guerre c'est une affaire d'hommes. Cependant, celle-ci lui permet de se venger de ses couturières. En effet, 3 ans auparavant, en 1936, les couturières avaient osé faire grève, demandant de meilleurs salaires et des journées de travail plus courtes. Et les couturières étaient allées jusqu'à chasser Coco Chanel de ses ateliers et de ses boutiques. Mouvement massif de grève provoqué, d'après Coco Chanel, par les politiciens juifs de gauche. En fait, sous le vocable politicien juif de gauche, Coco Chanel parle de tous les bolcheviks qui menaçaient l'Europe. Grâce à la nouvelle guerre, Coco Chanel peut donc enfin se venger de ses couturières. Et elle va en licencier 3000 en prétextant le contexte politico-militaire. Sans l'ombre d'un doute, Coco Chanel était antisémite, mais beaucoup ont cherché à l'excuser. On a d'abord dit que ses positions extrémistes ont été en grande partie façonnées par ses différents amants. C'est curieux, quand une femme fait une bêtise, c'est forcément la faute d'un homme, alors qu'on n'arrête pas de nous rappeler que les femmes sont grandes et indépendantes.
Mais là, dans le cas de Coco Chanel, ça serait donc ses amants qui l'auraient poussé à devenir antisémite. Amants qui l'ont sorti de la pauvreté et l'ont introduit dans la vie mondaine. Alors les défenseurs de Coco Chanel notent deux noms qui auraient largement contribué à l'antisémitisme de Chanel. Premièrement, Paul Iribe, son amant décédé brutalement en 1935. Et Bendor, surnom donné au duc de Westminster, connu pour ses diatribes antisémites. L'antisémitisme de Coco était donc très connu et virulent, au point que Edmond Charleroux le qualifiait de répugnant. À 55 ans, Coco Chanel connaît sa dernière grande histoire d'amour, et ce, avec Hans Günther von Dinklage, un haut gradé de l'armée d'occupation. Au cours des années suivantes, Dinklage, j'espère vraiment que je prononce bien son nom, va introduire Coco au nazisme et à ses hauts dignitaires parisiens et berlinois. Au point que Coco s'installera au 7e étage du Ritz, qui était réservé aux amis du Reich. Situation d'ailleurs très pratique pour Chanel, car la sortie de service du Ritz donne sur la rue Cambon, à quelques mètres seulement de ses boutiques. D'ailleurs, Chanel est souvent retrouvé à la table de hauts commandants nazis tels que Joseph Goebbels, Hermann Göring ou encore le baron Louis de Vaufreland qui était un agent de la Gestapo. Mais Chanel se justifie en avouant qu'elle trouvait les Allemands bien plus cultivés que les Français. Mais malgré tout ça, il y a encore des gens qui défendent Coco Chanel. Par exemple, on a souligné que lors de l'occupation, le neveu de Coco, un certain André Palas, s'est fait interner au Stalag. Or, certaines informations ont laissé croire que celui-ci avait attrapé la tuberculose. Chanel devait donc impérativement le sortir de prison et ce, très rapidement. Mais alors, imaginez un instant que vous êtes un agent nazi haut placé à Paris. Coco Chanel a besoin d'une faveur de l'agence de renseignement allemand l'Abwehr. Cette dame a des contacts haut placés en Espagne, en Angleterre et à Paris. Que feriez-vous ? Un échange, évidemment. Vous lui rendez son neveu et en échange, elle collabore avec vous. Et c'est exactement ce que firent les Allemands. Ainsi, Coco et Vaufreland travaillaient main dans la main et pour la Gestapo. De plus, les Allemands ont demandé à Chanel des renseignements sur l'Espagne, toujours en échange de son neveu. En 1941, l'Abwehr, donc l'agence de renseignement allemand, a inscrit Coco Chanel dans les registres berlinois sous le nom de Westminster et avec le matricule F7124. Chanel était donc officiellement un agent nazi. Et la réalité est encore plus trouble que ça. Ses associés sont majoritaires, elle est minoritaire dans sa propre entreprise. Et ils ont le contrôle de l'entreprise. Et ça ne plaît pas du tout à Coco Chanel. Ses associés, ce sont les Wertheimer, des juifs qui ont fui aux US. Profitant des lois antisémites et avec l'aide des nazis, Chanel utilise sa position d'arienne pour demander aux responsables allemands de s'emparer de la propriété exclusive de l'entreprise. Elle volait ainsi les parts de ses associés. Mais ce que ne savait pas Coco, c'est que les Wertheimer n'étaient pas idiots. Ils avaient anticipé cette possibilité. Pour ne pas être spoilés, avant de fuir la France pour New York en 1940, ils avaient légalement cédé le contrôle des parfums Chanel à un chrétien, homme d'affaires et industriel français appelé Félix Amiot. Et à la fin de la guerre, Amiot a rendu les parfums Chanel aux Wertheimer. Bref, c'était un homme de confiance. On pourrait parler de nombreux faits qui ont lié Coco Chanel aux nazis. Son palmarès va en fait de mal en pis. En 1942, elle est marquée sur la liste noire du FFI, les Forces françaises de l'intérieur. En 1944, des agents des FFI la conduisent devant un comité d'épuration. Cependant, les agents qui vont l'interroger à ce moment-là ne savent rien de la collaboration de Chanel et de l'Abwehr, l'agence des renseignements allemands, ni de ses activités à Madrid avec Vaufreland ou encore de la mission Madelhout à laquelle elle a participé. Alors maintenant, imaginez, vous êtes le chef de l'opposition au nazisme, le dirigeant du pays qui, pendant longtemps, a été le seul obstacle à la victoire hitlérienne. Vous êtes Churchill. Et vous apprenez qu'une de vos proches amies a été arrêtée par les rebelles français et est en train de se faire interroger pour suspicion d'être une sympathisante nazie. Que feriez-vous ? Ordonneriez-vous de la faire libérer malgré le fait qu'elle collabore probablement avec votre ennemi juré ?
Eh ben oui, Chanel est une amie de Churchill, et Churchill ordonne la libération de Chanel. Et comme Churchill est Churchill, celle-ci, pourtant agent de l'Abwehr, est libérée de l'emprise de la FFI par Churchill. Sur le conseil du duc de Westminster, elle va quitter la France au plus vite. Quelques heures à peine après avoir reçu ce message, Coco Chanel était en route pour la Suisse. Bref, loin de la jeune femme submergée par l'amour et entraînée par des amants malveillants vers le nazisme dont elle ne pouvait s'extirper, Gabrielle Bonheur, dite Coco Chanel, était une opportuniste, prête à tout pour se sauver, elle et sa famille. Le nazisme n'a été pour elle ni un amour ni un ennemi. Elle s'alliait avec le vainqueur. Lorsque les nazis étaient en bonne posture, elle était leur alliée. Et dès qu'ils ne servaient plus ses intérêts, elle s'en débarrassait. Tout, jusqu'à son antisémitisme, était une arme pour assurer sa domination. Cependant, que ce soit par conviction ou par intérêt, une chose est sûre. Coco Chanel a collaboré avec les nazis. Elle dînait avec eux, elle vivait avec eux, elle faisait affaire avec eux et était l'amante de l'un d'entre eux. Elle est même allée jusqu'à devenir un agent nazi. Du coup, maintenant, le sac Timeless de chez Chanel vous semble peut-être un peu moins glorieux, non? Et vous, que feriez-vous pour réussir? Est-ce que pour conserver votre empire, vous seriez prêt à tout, à vous allier même avec le diable, comme l'a fait Coco Chanel? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et à très bientôt.